On ne décide pas de s'engager en politique, c'est le peuple qui vous porte. On n'accepte pas un poste parce que justement le poste il est beau. Il faut accepter un poste parce qu'on a des missions. On nous rappelle parfois que oui, vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas assez mature pour parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire, c'est le présent et c'est le futur aussi. Je suis apolitique, veut dire en Côte d'Ivoire, j'ai mon parti. Mais je ne veux pas être exposé. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance à l'âge. Je le dis toujours, l'âge, c'est un paramètre. Et les paramètres, ça se règle. Le plus important, c'est aujourd'hui les compétences. Qu'est-ce que nous, on met en avant? Il ne faut pas qu'on soit dans la logique de regarder forcément pourquoi ça marche chez eux et ça ne marche pas chez nous. Nous, on a nos réalités. Peut-être que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est de s'inspirer de son propre modèle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Nour Diarra-Souba, auteur-essayiste, consultant en communication politique et chroniqueur à la télévision ivoirienne. Diplômé de York University et de l'EM Lyon Business School, il a travaillé entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord, conseillant de nombreuses personnalités politiques. Ancien directeur de campagne du Parti libéral du Québec, aux côtés de Dominique Anglade, il s'impose comme une voix influente sur les questions de stratégie, de jeunesse et de leadership africain. Auteur de Construire demain et Mon rêve africain, il défend une Afrique ambitieuse, résiliente et tournée vers l'avenir. Aujourd'hui, il nous partage donc sa vision et son parcours. Vous êtes bien sûr là où il faut et ça démarre maintenant. Bonjour Mohamed. Bonjour Edith. Comment tu vas? Très bien, et toi-même? Très très bien, je suis content de te recevoir. On échangeait en off, on parlait de ton actualité en tant que chroniqueur sur une chaîne de télé, donc NCI, et de tout ce par quoi tu passes aussi également. C'est une nouvelle aventure pour toi, être Absolument. chroniqueur à la télé. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Après, j'avoue que ça fait toujours plaisir d'apporter quand même une pierre à l'édifice dans les critiques, dans les commentaires sur l'actualité du pays. Que je pense qu'essentiellement, c'est un moyen pour nous de faire entendre une voix. C'est celle de la jeunesse, de faire entendre des revendications. Tu sais, avant chaque émission, quand on est appelé, on a la chance d'échanger avec des gens comme nous, des jeunes, qui ont souvent des questions. Et nous, aujourd'hui, on se fait le porte-voix de ces personnes-là. On retranscrit leurs questions et on espère qu'au-delà de ces questions-là, justement, il y aura des actions qui vont être posées. Comment ça a démarré C'est tout récent, hein? Oui. Comment ça a démarré? Comment tu t'es retrouvé donc sur le plateau de NCI? C'est une émission qui est quotidienne, Oui. qui passe à quelle heure? La quotidienne info qui passe à 19h30. 19h30, donc du lundi au vendredi? Au jeudi. Du lundi au jeudi. Comment tu t'es retrouvé sur ce plateau-là? Toi et puis Alamine et d'autres également jeunes qui sont chroniqueurs aussi. Je pense que chacun a eu son histoire avec la chaîne. Moi, tout particulièrement, c'était un lundi, je ne travaillais pas. J'étais couché chez moi à la maison. Vers 16h30, 17h, j'ai le journaliste Alassane Drabo, qui est un bon ami à moi, qui m'a appelé. Qui est journaliste à NCI. Qui est journaliste à NCI. Et qui m'a appelé et qui me dit ce soir, on reçoit un candidat, Olivier Djebidje. Est-ce que tu serais disponible pour venir à la télévision? Je lui dis bon, moi, j'ai jamais fait ça. J'ai jamais parlé de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Je parlais généralement de l'Afrique. Est-ce que c'est une bonne idée? Il m'a dit, oui, je crois en toi, tu peux le faire. Donc, je suis arrivé, tout stressé quand même. Ah, tu t'es stressé? Très. Les gens qui me connaissent savent que j'avais la voix tremblante ce jour-là, que je n'étais pas forcément moi-même. Mais je me dis toujours, c'est que le succès dont on rêve, la réussite qu'on veut avoir demain, il faut la préparer, il faut l'imaginer un jour. Et quand la chance vient à nous comme ça, il faut la saisir. Ouais. Donc, j'ai accepté, je suis allé sur le plateau. Dieu merci, tout s'est bien passé. Et le lendemain, à mon grand étonnement, je vois ma photo un peu partout. La rançon de la gloire. Exactement, ma photo un peu partout. Et j'ai été très content, mais après, il faut savoir aller au-delà du buzz et de l'actualité. Dieu nous a fait une chance, c'est celle de nous mettre à la lumière. Et tout le monde n'a pas forcément cette chance-là. Et quand on a cette chance-là, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je fais de cette visibilité-là? Comment je peux aider ma communauté? Donc, mon objectif, là, c'est vraiment dans les prochains mois ou dans les prochaines années, je ne sais pas, c'est aussi de ne pas que me contenter de la parole, de aussi être dans l'action. Dans l'action. Exactement. On va revenir sur l'action. Absolument. Tout à l'heure, tu vis donc ce premier moment. En fait, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que, bon, j'ai été chroniqueuse télé. Si. J'ai beaucoup regardé aussi. Ah, j'espère que je parlais bien. J'ai été chroniqueuse télé sur le Grand Talk de Live TV, donc la quotidienne
de débat C'est ça. sur l'actualité, très politique. Et donc, quand je m'assois dans mon fauteuil Oui. et que je regarde une émission où des jeunes comme toi Mhm. s'expriment avec pertinence sur des sujets Mhm. politiques, d'actualité, Mhm. avec objectivité Mhm. et surtout avec un brin de, on va dire, d'impertinence, mais d'intelligence aussi. Ça, c'est très important. Mhm. Ça fait plaisir à voir Merci. parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans la polarisation des idées, des opinions et tout. Ça fait plaisir à voir. Mhm. Donc, raison pour laquelle je voulais comprendre qui tu étais et surtout te féliciter aussi. Merci. Toi, et puis Alamine également, que j'apprécie beaucoup. Ouais, c'est une belle équipe. c'est une belle Alamine équipe. Fofana, Alassane Drabo, Oui. Josias Assemon, Josias Assemon également, Mélina dont je suis les Makissi. vidéos sur TikTok. Oui, Mélina Makissi, Oui. etc. C'est vraiment, on apprend chacun l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça fait d'avoir la confiance, en fait, d'une chaîne de télé en tant que jeune? Tu as quel âge exactement? J'aurai 26 ans en décembre. 26 ans en décembre. 26 ans en décembre. Je pense que c'est la même tranche d'âge que Josias, Alamine aussi, Oui, je pense. Mélina. Je sais pas pour Mélina. Mais en tout cas, moins de 30 ans. C'est ça. Moins de 30 ans. Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune et qu'on a cette confiance d'une chaîne de télé pour s'exprimer sur des sujets politiques? Moi, particulièrement, j'accorde pas beaucoup d'importance à l'âge. Mhm. Je le dis toujours, l'âge, c'est un paramètre. Et les paramètres, ça se règle. Mm. Je pense que le plus important, c'est aujourd'hui les compétences. Ouais. Qu'est-ce que nous, on met en avant? Et ce que j'espère, c'est que dans les prochains mois ou dans les prochaines années, on puisse casser ce mythe-là de dire ils sont jeunes. Il ne faut pas qu'on nous identifie à notre jeunesse. Il faut qu'on nous identifie à des compétences. Mhm. Et ça, vraiment, je mets le focus là-dessus. Tu mets le focus là-dessus. Mais c'est vrai que les gens, ils vous voient jeune. Oui, ils nous voient comme des jeunes. Après, c'est sûr aussi que on se sent privilégié. Ouais. Parce que, on le sait, on n'a pas eu l'habitude de voir en Côte d'Ivoire des gens de notre tranche d'âge sur des plateaux télévisés. En fait, au-delà de ça, c'est même pas le fait de voir des jeunes sur les plateaux C'est ça. télévisés, mais c'est de voir des jeunes qui n'ont pas forcément connu toutes les crises politiques majeures, pouvoir En parler. en parler et bien en parler et donner leur avis aussi. Parce qu'en général, c'est soit des journalistes qui ont un certain bagage, etc. qui ont une histoire et tout, et donner la parole à ces jeunes-là qui vivent aujourd'hui Oui. les conséquences de tout ce qui se passe aussi, de Oui. tout ce qui s'est passé. Moi, j'avoue que c'est exceptionnel quand même. Ce que nous, on essaie véritablement, c'est de dire sortons du passé, et laissons le rétroviseur, regardons un peu devant nous. Malheureusement, beaucoup de gens essaient quand même de revenir là-dessus. On nous rappelle parfois que oui, vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas assez mature pour parler de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'histoire, c'est le présent et c'est le futur aussi. Donc nous, aujourd'hui, quand on parle moi, personnellement, tu remarqueras que quand je parle de la Côte d'Ivoire, je me projette beaucoup. Je suis beaucoup dans la projection. Je me souviens d'un débat qu'on faisait sur le panafricanisme, sur le plateau. Et je disais aux autres, il faut qu'on arrête de parler au passé simple, il faut qu'on arrête de parler à l'imparfait. Parlons du futur, parlons de demain, c'est ce qui nous concerne. Je rappelle que nous, les jeunes, en Côte d'Ivoire, nous sommes quasiment 3/4 de la population. Est-ce que revenir ressasser le passé va nous aider à s'en sortir? Je ne pense pas. Franchement, ressasser. Qu'est-ce qu'on fait pour le futur? Parce qu'on ne s'entendra jamais sur le passé. Exactement. Les mémoires sont différentes. Vous avez des mémoires qui disent... Les mémoires aussi sont sélectives. Elles sont sélectives. Il y a des gens qui défendent telle thèse, d'autres défendent d'autres thèses. Vous n'allez jamais vous entendre sur le passé. Ouais. Mais on peut s'entendre sur une vision commune. De toutes, on va dire, tu as fait déjà combien d'émissions, mais de toutes les émissions déjà que tu as faites, une dizaine quand même. Une dizaine. Qu'est-ce qui t'a le plus, quelle est l'émission, ou le passage, ou l'entretien, l'échange qui t'a le plus marqué dans tout ce que tu as vécu sur cette chaîne depuis le début? J'ai envie de dire le premier passage. Ok. Parce que c'est le premier, j'ai jamais été confronté à cela. Mais si je sors de l'émotion, que je vais sur des choses un peu plus factuelles, je dirais le deuxième passage. Face au député maire Assalé Timoko. C'est toujours intéressant de se dire que des gens qu'on a toujours vus derrière un écran, qu'on a toujours vu faire l'actualité politique de l'extérieur, c'est aujourd'hui face à nous qu'ils doivent débattre. C'est nous qui allons leur poser des questions, c'est nous qui allons leur donner des avis. Donc je pense que ça marque quand même. Et quand on rentre le soir chez soi, on ne dort pas comme on a dormi la veille, c'est sûr. J'imagine. Exactement. Les retours des gens aussi. C'est ça. Des retours qui ont été assez positifs. C'est sûr qu'il y a toujours des personnes qui vous font des remarques très constructives, ce sur quoi vous devez bosser, ce que vous devez améliorer.
Et ça fait plaisir quand même. Mais on essaie de rester soi-même, voire d'être plus humble quand même. Parce que l'humilité, si C'est on... pas facile hein, à la télé, quand tu es exposé à la télé chaque soir, Oui. de garder les pieds sur terre, parce que tu deviens très exposé aussi. Comment tu vis cette nouvelle étape? Je suis le même. Mhm. Je suis le même, grande sœur. Franchement, c'est... Mais comment tu le ressens, toi? Le fait, par C'est sûr exemple, qu'il y a d'être plus de épié, de voir Alors, des ce qui est gens vraiment- qui parlent de toi sans te connaître. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que moi, de base, je suis timide. Hein. Ah, tu es Je timide, suis- on est tous timides. Hein. Ouais, non, Vous savez, sur la je suis chaîne. beaucoup timide, je suis même casanier, je suis beaucoup dans mon coin de base. Donc, je pense que je suis resté le même malgré tout. Mhm. J'essaie vraiment, à chaque fois qu'il y a des gens qui me saluent dehors et tout, je viens, je discute avec eux. Vous vous appelez comment? Ouais. Le but, c'est d'échanger. Parce que si on veut aussi demain proposer des solutions, c'est d'échanger avec des gens, connaître les réalités de tout un chacun, parce qu'on a des réalités différentes. Ouais. Et ça, il faut le reconnaître. Donc, moi, je pense que je suis en train d'agrandir mes notions de réalisme. Parce que parfois, quand on vient à la télévision, on peut dire des choses sans connaître certaines réalités. Ouais. Mais en discutant avec des gens, c'est voyager dans leur passé, c'est voyager à travers leur histoire et puis en savoir un peu plus. Aujourd'hui, il faut le dire, moi, je ne peux pas parler par exemple, des gens qui ne mangent qu'une fois par jour. Je peux venir sur un plateau en parler, mais est-ce que j'ai la maîtrise de cela? Je ne pense pas. Mais en discutant avec ce genre de personnes-là, vous comprenez des réalités et vous vous dites, ah mais attends, il y a d'autres différences, il y a d'autres réalités autres que la mienne. Oui. Donc, c'est aussi ça l'avantage. Là, c'est fort. Il y a d'autres réalités autres que la mienne. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes l'oublient et peut-être donnent leur avis sous le prisme de leur réalité à eux, sans s'intéresser aux réalités des milliards d'individus qu'il y a sur la planète Terre. C'est ça. Moi, je suis contente de vous retrouver hein, pour cette 3e saison qui démarre en force avec Mohamed. J'ai pris une pause, vous l'avez remarqué, pour les vacances. Je suis revenu d'attaque. Allez. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. J'ai essayé de profiter un peu, même si ce n'est pas évident avec les enfants. Mais j'ai essayé de me reposer pour revenir en force. Donc, pour cette 3e saison. Et j'espère que jusqu'en fin d'année, on aura l'occasion de vivre des moments importants avec mes invités. Également, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous connaissez donc Mohamed, ou bien sûr, vous l'avez déjà écouté ou vu sur des émissions, et également ce que vous pensez de lui. Si vous le connaissez aussi, laissez des témoignages, hein, les amis de lycée et tout, laissez des témoignages. Et bien sûr, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas et de cliquer sur la cloche de notification. Et on continue. Est-ce que tu as toujours voulu être chroniqueur télé ou consultant télé? Pas forcément toujours. Je pense que c'est peut-être depuis 4 ou 5 ans, je me suis beaucoup intéressé à la politique de mon pays. Je m'intéressais beaucoup à la politique avant, pour la petite histoire. Quand j'étais en classe de 5e, 4e, j'avais un livre qui s'appelait Abobo la guerre. Abobo la guerre. C'était de qui? Tu te rappelles? Je ne sais plus. Ok. Je sais plus. Mais je sais que je le lisais beaucoup en 5e. Et d'ailleurs, on me l'avait confisqué à l'école. Parce que je passais mon temps à parler que de la politique quand j'étais en classe de 5e. En 4e ou 5e? 5e. Waouh! 5e, c'était 5e. Ah ouais. Parce que la guerre, c'était en classe de 5e. Donc, on me l'avait confisqué et tout ça. Je me suis beaucoup intéressé à la politique. Et je passais mon temps à regarder beaucoup des vidéos sur YouTube de ce qui se passait en 2011, en 99, et même bien avant. Tu étais en 5e pendant la période 2010-2011. J'étais en 6e. En 6e. J'étais en 6e. Okay. Donc, un an après, le livre Abobo la guerre est sorti, justement, qui racontait un peu ce qui se passait à Abobo. Donc, je lisais beaucoup ça. Et ça avait peut-être... Dès là, j'avais commencé à aimer la politique. Ouais. Un amour peut-être caché pour la politique. Mais je pense que c'est essentiellement depuis 4 ou 5 ans, quand j'avais commencé à écrire mon premier livre, que j'ai commencé vraiment à dire, j'ai envie de parler. J'ai envie de dire ce que je pense. J'ai envie de parler de l'Afrique que je veux voir demain. Et donc là, j'ai commencé à faire des plateaux télévisés à l'étranger, au Bénin, au Sénégal, au Togo aussi, etc. Parce que tu t'exprimais déjà beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux. Oui, je faisais aussi des conférences dans lesquelles j'étais invité. Et plus récemment, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, depuis, je pense, 2-3 ans, le pays, l'actualité politique est vraiment la rubrique numéro 1. Oui, c'est au centre de toutes les réflexions. Exactement. Donc là, je dis, j'ai envie de parler aussi de l'actualité de mon pays. Mais comment, je ne sais pas. Et j'avais tenté d'approcher certains journalistes pour prendre des avis.
On me faisait comprendre un peu que c'était pas le moment pour moi. Mm. Parce que j'étais très jeune, à 22, 23 ans, tu te prends pour qui pour venir parler d'un Alassane Ouattara, d'un Alors que Laurent c'est ton Gbagbo. pays. Donc, je me suis abruti à cela. Ouais. J'avais laissé tomber le rêve. Et je pense que depuis un an, je me suis beaucoup collé à un ami qui est journaliste, Alassane Drabo. Qu'on Et, salue. ouais, et chaque fois qu'on se voit, on se taquine, on ne fait que faire des débats. Donc, on nourrissait beaucoup d'ambition. Et, et là, je lui demandais, je lui dis, mais moi, j'ai envie d'être un jour consultant de TV. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi qui es journaliste aujourd'hui, est-ce que tu penses que j'ai des compétences pour? Il m'a dit, oui, tu as les compétences pour. Après, il faudra trouver la bonne chaîne. Mm. Je rappelle que c'est pas parce qu'on est forcément amis qu'il va faire le forcing pour me mettre à une chaîne. Donc moi, mi-août, 2025. 2025, Mhm. donc il y a à peine plus d'un mois, je suis amusé à écrire un courrier. Même pas un courrier parce que c'était sur mon téléphone, donc dans mes notes. Ok. J'ai écrit un courrier que je voulais envoyer à une première chaîne, Reflet TV. Ok. Après, j'ai dit non, c'est pas forcément une bonne option. Euh, Après, j'ai dit non, je pense à une autre personne qui est Fabrice Sawignon. Ok, d'accord. Donc, j'ai décidé d'écrire un courrier pour Fabrice Sawignon. Dans mes notes, j'ai dit, mais lui, je sais qu'apparemment, il aime les personnes qui sont audacieuses. C'est ça. Et tout. Il aime les personnes audacieuses. Exactement. Alors, donc, j'écris un petit dans mes notes en disant, moi, je vais être le porte-voix de la jeunesse politique. J'ai envie de parler de ça, qu'on parle de la politique autrement. J'envoie à 2-3 amis. Vous en pensez quoi? Ils me disent, non, ne fais pas ça. C'est toujours les amis qui, comment on dit, découragent. Ils m'ont dit, fais pas ça. Ça fait, tu lui parles comme si c'était ton ami. Non, n'ose pas. Ça, c'était le 19 août 2025. J'ai laissé tomber. Donc, tu n'as pas envoyé J'ai jamais envoyé. le courrier que tu as écrit à Fabrice Sawignon Non, j'ai jamais envoyé. pour être sur le Grand Talk. Sur le Grand Talk. J'ai jamais envoyé parce que je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas encore la maturité de passer pour commenter l'actualité politique du pays. Et dans le même temps, j'ai par contre une amie Mm. qui me disait, non, je pense que tu dois le faire. Il trouve un moyen et on relance. Après, je lui ai dit non, je veux pas. Et un jour, 2 jours après qu'elle m'ait parlé, un lundi après-midi, je travaillais pas ce jour-là. J'étais couché vers 16h30, 17h. Alassane Drabo m'appelle. Oui, Mohamed, ça va? Est-ce que tu es disponible aujourd'hui pour passer sur la quotidienne? On reçoit le candidat Olivier Djebidje. Je dis, mais aujourd'hui, dans 2 heures de temps? Généralement, les émissions, on les prépare Oui, au 2 moins au jours début de avant. journée. Au début de journée, au moins. Non, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais commenté l'actualité politique de mon pays. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais Est-ce que je suis prêt? est-ce que je suis prêt? On n'aura jamais une réponse à est-ce qu'on est prêt? Ouais. Et je me dis, le succès dont on a rêvé, la réussite qu'on a tout le temps espéré, il faut l'imaginer. Et quand la chance vient à nous, il faut la saisir. Donc Dieu me faisant cette ouverture, je dis, bah, je vais y aller. Tant qu'à faire, qu'est-ce que je perds? J'aurais essayé. Mais si je ne suis pas bon, qu'est-ce que je perds? On me rappellera plus. C'est fini. Mhm. Donc j'y vais, j'arrive sur le plateau avec la voix tremblante. On dirait, en tout cas, on n'a pas senti la voix tremblante. Ah, moi j'ai senti, hein. Puis le plateau d'NCI, il fait très froid. Il fait froid. Il fait très Ah froid. bon? Ah oui, il fait très froid. Et quand vous arrivez sur le plateau, vous voyez... C'est impressionnant aussi. Oui, et vous voyez Ali Diarasouba que vous avez toujours vu derrière les écrans, Ouais. avec son charisme imposant, tout ça, Ouais. vous le voyez. Vous vous dites, mais je suis dans quoi? Qui m'a envoyé ici? Pourquoi je suis venu? Je ne te cache pas même que 10 à 15 minutes avant l'émission, j'étais en train de réfléchir. Bon, Est-ce que je rentre pas à la maison? Et en plus, moi, je devais faire le duel, Ah ouais. qui est très, très compliqué à C'est organiser. chaud aussi, le Oui. duel. J'étais là, j'ai voulu voir Alassane, mais est-ce que bon, je peux juste faire et puis une partie? Bon. Après, j'ai dit non, on est là. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et Dieu ne nous abandonnera jamais. Tant qu'on lui demande de nous aider, il nous aidera. Mm. Tu es chrétienne, je crois que la Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Toquez, l'on vous ouvrira. Et chez nous, les musulmans, on dit que notre victoire ne dépend que de Dieu. Ouais. Donc, j'ai mis ma confiance en Dieu. Et je suis allé sur le plateau. On avait un candidat face à nous qui avait une très bonne rhétorique. Donc, moi, je n'étais pas venu dans l'optique de le coincer. Mhm. Mais j'avais une faim en moi. J'avais des questions en moi. Parce que j'ai une vision. Et donc, quand je vois que les gens ne vont pas forcément dans mon sens, C'est ça.
je les Tu ramène continues, ouais. et je pousse. C'est ça. C'est ça un chroniqueur. C'est ça. Donc, ça a été une première expérience. Et après, j'ai été rappelé à plusieurs reprises. Puis voilà. Au-delà de faire des chroniques sur les plateaux de télé, c'est vrai que tu as une autre activité, forcément. Hein. Mais avant de parler de cette autre activité, je veux voir le courrier que tu as écrit à Fabrice Awignon. Et puis que tu puisses me le lire. Bien On ne sûr. le sait jamais. C'est pas vraiment un courrier. Ok, c'était juste des notes comme ça C'est que tu avais des prises notes parce que c'est un message que je voulais lui envoyer sur Instagram. sur Instagram. Et il répond à ses Instagram, hein, je peux te dire. Pour le coup, là, j'ai beaucoup réfléchi ce jour-là. En fait, les courriers, je suis pas très fan. Ok. Simplement parce que je me dis, c'est quand même has-been. Bon, Ouais. aujourd'hui, ça va dans des services qui vont envoyer à d'autres services. Bon, ça n'aboutit pas très souvent. Mhm. Non, mais le texte, tu veux vraiment que je Oui, lise? vas-y, dis-le. J'ai honte. Hein. Non, hey, tu n'es pas timide, t'inquiète. Alors, mon texte, c'est: les jeunes disent que la politique est compliquée. Moi, je dis qu'elle manque juste de traducteur. Je veux être ce traducteur dans le live talk, une voix jeune, claire, audacieuse, qui rend la politique compréhensible et captivante. Je veux en être l'accélérateur. Monsieur Sarwignon, je ne veux pas être un consultant TV de plus. Donnez-moi 10 minutes et je vous prouve la valeur que je peux apporter au live talk. On en parle. Ouais. C'était le 19 août 2025 et je crois que ma première émission avec NCI, c'était le 26 août, donc une semaine. Une semaine après. Une semaine après. Mais j'ai jamais envoyé. Tu n'as jamais envoyé. Alors, boss Fabrice Awignon, voici le message qui n'est jamais parvenu dans ton Instagram ou bien par courrier. C'est ça, Mais bon, on ne sait jamais. La vie nous réserve des surprises. absolument. Donc, je demandais au quotidien, qu'est-ce que tu fais en dehors de faire des chroniques à la télé? Moi, je suis consultant en communication politique. Ok. J'ai commencé cette expérience quand j'étais au Canada déjà. Je travaillais en ce moment-là dans une entreprise qui accompagnait les entrepreneurs, Mhm. qui les aidait à se financer. Mais comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un attrait pour la politique. Donc quand j'ai commencé à fréquenter des personnalités politiques, j'ai identifié un besoin, c'est le manque de cohérence en communication. Ok. C'est-à-dire que les gens sont beaucoup focus terrain, sans penser à l'impact digital. Donc je me rapproche d'un politicien, en l'occurrence là-bas, qui m'aide... Au Canada? Au Canada, oui. Mhm. Qui m'aide dans ma structuration, justement, et qui, en plus de m'aider dans la structuration, me paye, me donne une gratification. C'est la base. Ce qui est assez rare quand même. Mhm. Ce qui est assez rare parce que bon, c'est plus lui qui me donnait quelque chose pour le coup. Mhm. Moi, j'avais des idées peut-être. Et une fois que je suis bien structuré, bah, je vais essayer de démarcher d'autres personnalités politiques. J'avoue que c'était un peu plus simple dans le sens où j'avais un message qui était clair. Vous ne pouvez pas toucher aux jeunes parce que vous n'êtes pas sur le bon canal. La plupart des politiciens, c'est les journaux papier, ou parfois les émissions télévisées. Oui. Et les jeunes ne regardent plus tout ça forcément. Les jeunes veulent des échanges à travers le digital, à travers des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est de là que c'est parti. Et au fur et à mesure, j'ai réussi à étendre le réseau. J'ai par la suite travaillé avec des maires adjoints, des députés en France. Et puis, je me suis toujours dit un truc, tout ça, c'est pas chez moi. Qu'est-ce que je fais pour mon pays? Qu'est-ce que je fais pour mon continent? Le président américain John Kennedy disait: Ask yourself what you can do for your country and not what your country can do for you. Oui. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays et non l'inverse. Et donc, je dis, bah, je vais rentrer dans mon pays, essayer de travailler avec des politiciens. Je suis rentré, je n'ai pas automatiquement travaillé avec des gens en Côte d'Ivoire. Tu es rentré quand? La CAN, c'était en 2024, donc fin 2023, début 2024. Donc, quand je suis rentré, j'ai commencé à travailler avec des gens qui étaient au Togo, au Bénin essentiellement. Et puis, l'atmosphère ici, c'était un peu compliqué. Nul n'est prophète chez soi. Oui. Donc, j'ai eu la chance aussi de travailler avec une personnalité politique de ce pays. On avait un contrat d'1 an. Ça s'est plus ou moins bien passé. Et puis, voilà, c'est ce que je fais au quotidien. Je conseille, j'accompagne des personnalités politiques dans leur communication qui sont en Côte d'Ivoire, au Sénégal aussi, au Bénin, au Togo, au Gabon, puis en Europe et en Amérique. C'est quoi, tu es payé à l'heure? Comment on est rémunéré en tant que consultant politique? Ça dépend du type de contrat. Mhm. Mais je n'ai pas de contrat à l'heure. Mais il y en a qui, effectivement, font des contrats en termes d'horaire. Moi, je facture par mois. C'est des packages que moi, je fais. Ah, ok, par mois. Moi, je fais des packages mensuels, justement. Après, des conseils par heure, moi, je ne suis pas très fan. Parce que, justement, ça me
comment dire, ça me clôture dans quelque chose. Moi, j'aime travailler avec beaucoup de passion. C'est-à-dire même à 22h, à 23h, à 1h du matin, je peux être en train de travailler. Tu ne comptes pas les heures, en Je fait. compte l'impact. Oui. Et l'impact, ça n'a pas de prix. Ouais. Tu penses que tu pourrais dire que depuis ton passage à la télé, en tant que chroniqueur, tu es de plus en plus sollicité donc, pour des contrats de consultance en communication politique? Non. Spécialement, non. Mhm. Je sais qu'il y a plus d'intérêt, mais je n'ai pas encore eu de sollicitation concrète. Non. Après, peut-être je dois reconnaître que ça me donne plus de crédibilité lorsque sûr. je rencontre des gens. Et ça facilite mes prospections. Forcément. Mais Parce qu'avant que tu n'entres, ouais, on sait qui tu es. justement. Ah, mais dans ce monde-là, en fait, c'est plus nous qui allons vers les personnalités. Oui. C'est nous qui allons créer le besoin. Oui. Parce que généralement, ces personnes-là n'identifient pas forcément le besoin, sauf en cas d'urgence. Donc, moi, je fais ma prospection et ma stratégie, c'est vraiment d'aller à l'international, où là, j'ai peut-être plus de marge de manœuvre. Tu étais à l'international. Tu veux encore aller à l'international? Quand je parle d'aller, c'est pas Mhm. m'installer Mhm. et aller chercher des clients à l'international. Ok. Plus j'ai de clients à l'international, plus j'ai de crédibilité dans mon pays. C'est une réalité qui est peut-être triste, mais il faut le reconnaître. Nul n'est prophète chez soi et aujourd'hui, malheureusement, l'expérience internationale est parfois mieux ou plus valorisée parce qu'on était confronté à différentes réalités. Et on se dit qu'on a différentes cordes à son arc. Qu'est-ce que tu penses Hmm. des jeunes? Quel est leur regard aussi par rapport à tout ce qui se passe? En tant que jeune, quand tu regardes aussi tes amis jeunes Mm. et que tu vois tout ce qui se passe depuis, on va dire, ces 10 dernières années, et on est à ce tournant spécifique, on est en octobre 2025. voilà, 2025, que penses-tu de leur regard? Est-ce qu'ils sont optimistes pour les 10-20 prochaines années sur leur pays? Quelles sont leurs attentes? Je pense que tu échanges aussi avec beaucoup de sûr. jeunes. Tu discutes avec beaucoup de jeunes sur les réseaux sociaux également. Quel est leur regard sur tout ça? Tu sais, grande sœur, les gens ont malheureusement eu beaucoup peur. Mhm. Ils ont eu beaucoup peur. Et même moi, quand je commençais des activités au début, ce que j'entendais essentiellement, c'est tu es sûr de toi. À faire de politique, là, c'est compliqué. Hein. Il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça. C'est dur, la politique. C'est ça. Moi, je disais aux gens, je dis en fait, pourquoi dans d'autres pays à l'étranger, les gens assument être de gauche, être de droite, sans Sans crainte, sans honte. Mais nous, aujourd'hui, on a créé un mot, ou du moins, on a redéfini un mot, c'est je suis apolitique. Mhm. Je suis apolitique veut dire en Côte d'Ivoire, j'ai mon parti, mais je ne veux pas être exposé. C'est ça, je ne m'affiche pas. Je ne m'affiche pas. Donc, parce que justement, les gens ont eu peur, vu tout ce qui s'est passé depuis une bonne trentaine d'années. Mais je vois qu'aujourd'hui, on a une jeunesse qui a, comme j'ai dit, qui a faim d'engagement, qui veut un nouveau message. C'est pour cela que moi, je dis, à chaque fois que j'ai le micro devant moi, c'est qu'il faut qu'on puisse créer la passerelle entre les décideurs politiques et les plus jeunes, pour démocratiser l'engagement politique, pour montrer aux gens que faire la politique ou s'engager en politique, ce n'est pas aller être candidat au municipal, aux législatives ou autre. C'est simplement dire, voilà nos revendications, nous on veut de l'amélioration. Les gens ont beaucoup de revendications, mais ils n'ont pas assez de porte-voix. Et moi, c'est l'objectif tout à l'heure, je te disais, je souhaite passer de la parole à l'action. Ça veut dire quoi? Je me veux être l'un des porte-parole de la jeunesse auprès des décideurs politiques. Peu importe le régime, peu importe le camp, mais il faut qu'on puisse porter cette parole-là auprès de ceux qui décident. Sinon, on va rester silencieux, on va devoir constater et se plaindre. On sera assis demain à dire non, on n'est pas d'accord. Pourquoi on n'est pas d'accord? C'est simplement parce qu'on a laissé faire il y a quelques années. Donc dès lors, il faut qu'on comprenne quelque chose. On doit et nous devons nous engager. Est-ce que tu comptes t'engager en politique? On verra. Moi, tout ce que je sais, c'est que je suis un homme de mission et que les missions, je les prends. Après, l'engagement politique en soi, il faut comprendre quelque chose. C'est un appel. On ne décide pas de s'engager en politique, c'est le peuple qui vous porte. Pour l'instant, le plus important, c'est d'avoir de l'impact, le minimum d'impact. Quand je parle d'engagement, ce n'est pas qu'aller faire de la politique. C'est de se dire simplement, on a des ambitions, on a des revendications, on va les faire porter. Maintenant, si on regarde parmi nous, il y a un profil qui se dessine, une meilleure personne, on se mettra derrière la personne. S'il s'avère que c'est moi, je suis un homme de mission.
Mais le plus important, ce n'est pas ma personne, c'est simplement de trouver par quel moyen on peut trouver le porte-voix, celui-là même qui va porter les revendications des jeunes. Parce que c'est vrai que la politique, c'est pas uniquement devenir président, ça commence Absolument. déjà au plus petit niveau des collectivités Mhm. et changer les lois, faire des propositions de loi, Oui. donc devenir un député. Député. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées Mhm. et ça passe par des propositions, des projets de loi. C'est ça. Et je pense qu'en tant que jeune, Oui. avoir beaucoup plus de jeunes qui s'engagent donc et qui peut-être arrivent à un moment donné à être beaucoup plus présents à l'hémicycle, viennent faire des propositions de loi argumentées et Débattre. que ces lois puissent passer, serait le gage d'un réel impact sur la société dans laquelle on vit à Absolument. tous les niveaux, social, les femmes, l'éducation, tout ce qui est PME, entreprise. Il y a mais tellement de choses à changer et à améliorer que pourquoi pas, Absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse se constituer, pas d'abord en force politique, bien sûr. mais en force de proposition. Exactement. Identifier des thèmes. J'ai essayé de le faire en 2020, dès 2021. J'avais entamé une tournée que j'avais appelée la tournée de l'agenda 35. C'est-à-dire d'ici 2035, il faut qu'on soit de nombreux leaders à aller sur le terrain pour vraiment s'engager. Je suis allé dans ce sens-là au Bénin, au Sénégal, au Maroc. Et ben, j'étais venu aussi en Côte d'Ivoire ici, vu que je n'y vivais pas. Mhm. Rencontrer tous les jeunes dans ces pays-là et dire, bah, écoutez, regardons nos compétences. Mhm. Vous qui êtes engagés pour les questions économiques, pour les questions de woman empowerment, c'est-à-dire les questions de femmes, Mhm. les questions d'art et tout, voyons comment on peut se mettre ensemble. Mais je l'assume, j'ai échoué. Peut-être parce que je n'avais pas une certaine maturité. Mais aujourd'hui, je pense que je nourris ce projet-là, de dire, voyons comment on peut se mettre ensemble. Ne regardons pas nos personnes. C'est le meilleur d'entre nous qui sera au devant. Ça, c'est ce qui malheureusement a tué un peu la politique dans nos pays africains depuis des années. C'est qu'on est beaucoup dans les problèmes de personnes. On n'a pas su mettre l'intérêt au devant. Et moi, je dis aujourd'hui, c'est le meilleur d'entre nous qui doit être devant, pas le plus ambitieux de nous. Est-ce que tu vois beaucoup de jeunes aujourd'hui s'engager en politique avec audace, avec volonté? Et qu'est-ce que tu en penses? Ah, je pense qu'il n'y en a pas assez. Mhm. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Euh, Quand on regarde, on compare avec d'autres pays en Occident ou en Amérique, où on a parfois des premiers ministres qui ont 31 ans, qui ont 30 ans, des ministres qui ont la trentaine. Même regardons en France. Vous voyez un Jordan Bardella aujourd'hui qui a moins de 30 ans se voit déjà président de la République ou même Premier ministre. Ça reflète aussi le fait que l'âge n'est pas un blocage. Ouais. Pour paraphraser Mbappé, moi, ne me parle pas d'âge. Donc, je pense que on ne peut pas accuser quelqu'un si ce n'est que nous-mêmes. C'est à nous de pouvoir réveiller cela en nous. Et justement, c'est ce que nous, on essaie aujourd'hui de faire. Là où, quelques années plus tôt, les gens avaient peur. Les gens te disaient, si tu vas dans la politique, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes pour toi là-dedans. Donc, nous, on vient simplement dire, ce sont des mythes. Il faut revoir la politique autrement, il faut faire les choses autrement. Il faut se dire qu'on veut faire des propositions, on veut se faire entendre. Et si demain on estime qu'on n'est pas assez entendu, justement, peut-être qu'il faut aller dans l'arène politique en elle-même pour forcer nos voix. C'est beaucoup d'éducation parce que Bien sûr. la Côte d'Ivoire, c'est pas uniquement Abidjan. Absolument. C'est tout le pays, c'est des régions, Mais c'est c'est justement des pour ça villages. qu'en 2021, quand je faisais l'agenda 35, je ne me suis pas contenté que de faire Abidjan. Parce que j'estimais que l'ancrage, en fait, est plus facile à Abidjan. C'est la capitale, là où on a les belles salles de conférence, on vient, on s'assoit, on bavarde et puis à zéro. Moi, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort. Je suis allé dans le centre, je suis allé dans le nord. Je n'avais pas fait l'ouest ni l'est, mais j'avais fait le centre et le nord spécifiquement. On avait fait Boaké, les alentours de Boaké, Boisflé, on avait fait Korogo aussi à l'époque, tout ça, pour échanger avec des gens. C'est clair que ce n'est pas suffisant. Mais je rappelle qu'en 2021, j'étais dans 21, 22 ans. Ouais. On faisait avec les moyens du bord, on n'avait pas de financement. Ouais. C'était... Et puis quand on vous voit à 21 ans, 20 ans, mais c'est la même là. Vous avez quel problème? C'est comme ça que les gens nous voyaient. Mais aujourd'hui, où on sait qu'on a plus de visibilité, comme je l'ai dit dès le début, la visibilité, il faut la transformer en impact.
Il ne faut pas prendre cette visibilité-là pour faire le malin, pour bluffer, pour dire, tu sais qui je suis, moi je passe à la télé, ce n'est pas une finalité. Ouais. On n'est rien. Nous ne sommes rien. Il faut aller au cimetière pour voir qu'on n'est rien. Donc quand on sait tout ça, on se dit, le peu de temps qu'il nous reste sur ce monde-là, dans ce monde-là, c'est d'avoir le maximum d'impact. Ça, quand on le comprend, on voit la vie autrement. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me parlais de est-ce que le fait de passer à la télé ne nous donne pas la grosse tête? Non. Moi, spécialement, l'an dernier, j'ai perdu quelqu'un qui était comme un meilleur ami, un petit frère, vraiment j'étais très proche de lui. Et ce décès-là, je dirais que ça m'a appris quelque chose, c'est l'humilité. Donc on peut être jeune, on peut avoir toute l'énergie qu'on veut, mais tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter. Donc si on pense qu'on est trop arrivé parce qu'on fait 2-3 émissions, tout peut s'arrêter. Mais tu es quand même dans un monde où quand tu sors du plateau télé comme ça et le lendemain tu vas au sport, il y a des gens qui te filment en cachette. Oui, comme ce que tu vis actuellement. Oui, ou dans l'avion et tout. C'est pas intéressant, mais ça fait partie du boulot. Et ce sont les conséquences de l'exposition médiatique. Et ça va aller crescendo parce que même quand on s'engage aux politiques, on t'invente une vie que tu n'as pas. On t'invente une vie, on t'invente des rumeurs. Moi, j'ai entendu des choses. On m'a dit que je suis le fils du ministre Bruno Koné, parce qu'on se ressemble. Oui. Tu confirmes? Un peu. Ah ouais? Et puis Mbappé aussi, un peu légèrement. Ouais, Mbappé, on me surnommait Mbappé avant. Malheureusement, tu n'as pas les pieds. J'ai pas les pieds. On m'a dit que je suis même un cousin de Ali Diarasouba. Ah ouais? Non, Ali, la première fois qu'on s'est serré la main, c'était sur le plateau. En fait, les gens sont assis dans leur fauteuil. Oh non, c'est facile d'inventer des choses. Hein. Et puis, ils se font des grands scénaristes. Absolument. Mais des grands scénaristes, ils se font un film. Et eux, ils décident, ils décrètent que tu es ceci, tu es cela, sans te connaître, sans te côtoyer. Absolument. Sans connaître ta famille. C'est ça. Sans avoir échangé avec toi quand tu étais au primaire, Exactement. quand tu as commencé à travailler. On nous invente des vies. Après, bon. C'est la rançon de la gloire. Et ce n'est que le début. J'espère. Mais je sais que tu es armé pour ça. Je me remets à Dieu. Oui. Tu viens d'où? En Côte d'Ivoire. Moi, je viens du Nord. Au Guinée, village Madinani, précisément. Tu es né dans le Nord? Non. Moi, je suis né à Abidjan, ici. Je suis né à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan. À Cocody? Cocody, c'est ça. Tes parents? Contrairement à ce que les gens disent, je ne suis pas fils de ministre. Moi, avant de parler de mes parents, il faut reconnaître qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices. Quand même, quand je vois mon père qui est parti du village jusqu'à venir à Abidjan en ville, qui a pu donner une chance à ses enfants, de les mettre dans des bonnes écoles, ça il faut le reconnaître. Pour moi, c'est quand même, merci ne suffit pas. Ouais. Je leur dis toujours à mes parents, je leur dis que la vie, elle n'est pas éternelle. Mais qu'ils sachent que moi, mon amour et ma reconnaissance pour eux, ils seront éternels. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait. Mes parents ont fait beaucoup de sacrifices pour me mettre dans les meilleures écoles. Et c'était à moi, justement, de pouvoir trouver des moyens de me faire un très bon réseau, pouvoir progresser de la meilleure des façons. Mon père, comptable de formation. Ah, il est comptable de formation. Rien à voir avec la politique. Oh, ouais. Ma mère, commerçante, gestionnaire. Ok. Justement de Trècheville, elle est de Trècheville, là où on a grandi même. Ah, elle vendait à Trècheville? Exactement, j'étais tout le temps à Trècheville. Trècheville, c'est chez moi. Ouais. Moi, je suis un enfant de Trècheville. Et quand on part de là, nous ont mis dans les meilleures écoles pour que justement on puisse... je disais toujours, moi, ma mère, je la voyais capable de vendre son dernier panier pour que je puisse réussir. J'ai des exemples que je garde pour moi. J'ai vu des sacrifices. Et mes parents m'ont tout donné. Et quand on a eu cette chance-là, que parfois on est confronté à des gens qui luttent pour manger une fois par jour, des gens qui même n'arrivent même pas à payer leur scolarité, on se dit que cette chance que Dieu nous a donnée, on n'a pas le droit de repartir dans l'au-delà sans redonner un minimum à nos semblables. Pas forcément à nos frères, pas forcément à nos sœurs, mais à des gens comme nous, des jeunes comme nous. C'est vraiment je dirais pas mon regret parce que je suis encore jeune, mais j'aimerais tellement contribuer à l'amélioration de vie de beaucoup de gens, sans faire de bruit. Mais c'est pour ça que dans ma prière, toujours, je dis que Dieu fasse de moi une main qui donne, mais une main aussi qui reçoit. Parce que pour donner, il faut recevoir. Exactement. Dieu nous a donné. Si aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir
parler avec toi, si j'ai la chance de pouvoir euh, euh, être sur à la télévision, c'est parce que justement, il y a eu derrière des parents qui ont fait beaucoup de sacrifices, qui ont sacrifié des projets, qui ont sacrifié des plaisirs de la vie pour dire je veux que mon enfant soit dans les meilleures conditions. Ça n'a pas de prix. Tu as des frères et sœurs? Je suis le dernier, j'ai 2 frères. Ah, tu as 2 frères. C'est une équipe de garçons, 3 garçons. 3 garçons. Ah ouais. On a fatigué la vieille. J'imagine. Moi, j'ai 3 garçons. Je comprends le championnat que c'est Ah, au 3 garçons. quotidien. J'aurais bien voulu avoir une sœur. Ah. Ils ont quel âge et quel âge, les 2? Premier à 33 ans, le deuxième 28 ans. Et puis moi, le dernier. Comment ça se passe, vous 3? Qu'est-ce qu'ils pensent de ton parcours et de ta carrière en ce moment? Ah, ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que ce sont mes conseillers avant de commencer une émission. Ok. Et je les appelle. Bon, on m'a appelé, je passe dans 1 heure de temps là. Je dois parler de ceci, de cela. Il va me dire, mais tu es sûr, tu as vérifié telle chose. Attention, ne dis pas des bêtises, ça va te rattraper. Et puis, ils me donnent des conseils. Vraiment, essaie d'être posé. Ce qui est bien avec eux, ils me disent pas ce que j'ai envie d'entendre. Mhm. Ils me disent ce que je dois entendre. C'est ça, les grands frères. C'est ça, les grands frères. Et justement, on a réussi à cultiver ça entre nous, c'est qu'on s'entraide beaucoup. On a tous quelque chose à apporter l'un à l'autre. Donc, vraiment, j'ai une très belle famille. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Ils n'étaient pas d'accord au début. Qu'est-ce qu'ils voulaient que tu fasses plus tard, tes parents? La finance, parce que j'ai étudié de la finance de base. Ouais. Les parents me voyaient travailler en banque, être un banquier. Tu as le profil d'un banquier, je peux Ah te bon? dire, d'un financier, d'un banquier, Mais c'est dans ma- la lutte, tout. C'est ma formation. Mais moi, non. Même rentrer à Abidjan, c'est à contre-cœur. Ah, tu voulais pas rentrer? Ah non, bien sûr que si. Ok, d'accord, ok. Ah, il voulait pas que toi, tu rentres à Non, Abidjan. ils ne voulaient pas, non. Ouais. C'était hors de question. Moi, j'ai forcé, je suis venu. J'ai forcé, je suis venu. J'avais un boulot là-bas. J'avais une bonne situation. Hein. J'avais pas de pression pour venir. Mais c'est un appel. Ouais. Et il fallait que je vienne chez moi. Mes parents n'étaient pas d'accord. Mes parents me disaient, mais c'est normal, vous savez. Les gens qui nous aiment le plus sont ceux qui s'inquiètent le plus. Bien sûr. Quand je partais faire des émissions, ils me disent, mais tu as quel problème? Qui t'envoie? Tu vas aller dire quoi là-bas? Tu as 21 ans, 22 ans. Tu veux te créer des Tu problèmes? me dans des problèmes. Et ma mère me disait toujours, elle me dit, tu sais, nous, on n'est rien. On n'a rien devant nous, on n'a rien derrière nous. Donc, fais attention et tout. Je leur disais, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Aujourd'hui, je sais qu'ils sont assez contents. Mais, comme j'ai dit, je ne veux pas faire de l'exposition médiatique un succès. C'est un tremplin. Le vrai succès, c'est l'impact. C'est quand on sera couché demain dans notre tombe et on saura que, malgré qu'on n'est plus là aujourd'hui, il y a des gens dont les conditions de vie ont été améliorées. Il y a des gens qui ne mangeaient pas une fois, qui mangent 3 fois. Il y a des gens qui ne savaient pas comment aller à l'école, mais qui aujourd'hui sont de grands leaders. Là, on sait qu'on a eu de l'impact dans la vie. Mais dire que j'ai réussi parce que je passe à la télévision, c'est une grosse erreur. Comment tu es arrivé au Canada? De l'école primaire, déjà quelle école primaire? Au lycée, en passant par l'université? J'ai fait mon primaire à la pépinière des 2 plateaux. Ok. Après ça, j'ai fait une première partie de mon collège à l'école Jules Verne. Deuxième partie du collège au lycée Jean Mermoz. Après ça, justement, j'avais envie de rester. Ah, tu voulais rester? Tu voulais pas aller Non, j'ai jamais aimé étudier à l'extérieur? J'ai jamais aimé l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Ouais. Donc, bon, on a choisi les écoles et j'avais été accepté par une très bonne école, l'EM Lyon Business School, à Lyon, en France. Je suis parti là-bas. J'ai fait 3 ans, ça s'est très bien passé. Et après, il me manquait quelque chose quand même. C'était l'anglais. Ok. Tu t'exprimais pas bien en anglais? Je vais te raconter une anecdote. Donc, j'ai postulé et puis j'ai été accepté à Toronto, à York University, où je suis parti. Et l'anecdote d'ailleurs, quand j'arrive à l'aéroport pour la première fois, mes parents me donnaient beaucoup de conseils. Ils me disaient, dans la vie, c'est non qui envoie pas là. Tout ce qu'on te dit, il ne faut jamais dire non. Faut dire yes. Yes. Donc, quand on arrive, les Canadiens, ils ont une habitude, c'est de demander est-ce que tu viens. Bon, les Américains, ils demandent est-ce que tu es terroriste et tout. Au Canada, on te demande est-ce que tu as de la drogue ou de l'alcool sur toi. Bon, tu n'as jamais entendu ça en anglais. Donc, tu réponds yes. Et il a répété 2-3 fois yes, Are you yes, yes, sure? yes, yes. Hey. Mais tout ce que je connais, c'est my name is. Donc, d'accord.
Donc, on est allé m'enfermer dans une salle là-bas. Je C'est pas comprends vrai. pas. Je sais pas, ils te fouillent ton téléphone, tous ces trucs. Je dis, mais c'est quoi ça? Après, il y a quelqu'un qui est venu qui parlait français. Mhm. Il m'a dit, mais vous avez confirmé que vous avez de la drogue, de l'alcool sur vous. J'ai dit, oh non, 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 no non, non, drogue, non, non, no non. alcool. Tu vois. Et puis, là, j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne l'anglais. Puis tu n'as pas le choix. Tu es là-bas, si tu parles pas, tu vas Mais manger, oui. tu vas manger comment? Tu es obligé de, tu vas aller là-bas, tu vas dire, je veux ça, je veux ça. Non, il faut dire ce que tu veux. Ils vont te donner des choses pimentées ou tu manges pas telle chose, ils vont te servir ça. Non, tu t'es retrouvé, comment on dit, en garde à vue à l'aéroport, là, parce que tu Bon, une t'exprimais pas. mini-garde à vue, Oui, on va oui, dire, si, on t'a si, si. enfermé dans une salle, te questionner, des Uh-huh. trucs. J'ai dit, mais c'est quoi tout ça? Tu vois Donc, des directement, gens. tu allais apprendre l'anglais. Ah, il faut pas. Qui est fou? Non, je suis allé apprendre. Donc c'était ça. Et puis après, donc, je suis arrivé à Toronto. J'ai fait la York University. Où vraiment, York University. exactement. OK. Où tout s'est très bien passé. Je suis frotté à la communauté africaine. Et toujours avec cette ambition-là de dire, écoutez, nous sommes de la diaspora. On peut aussi participer au développement de nos pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et puis voilà, quoi. Aujourd'hui, quelles sont tes relations avec cette diaspora Très qui bonne. est toujours au Canada? Très bonne, très bonne. Chaque fois que je fais mes passages au Canada ou en France ou ailleurs, on organise des conférences, notamment la dernière conférence qu'on a eu à faire, c'était l'année dernière avec les élèves de Sciences Po, tout ça. Non, l'année d'avant, oui, l'année dernière, oui, c'est avec les élèves de Sciences Po. On organise des conférences, on réfléchit, on discute. Peut-être on n'est pas, malheureusement, on n'a pas encore un pouvoir d'action, un champ d'action assez grand, mais je pense que juste par la parole et par la discussion et par la réflexion, on peut aboutir à de grandes actions. Tu as été directeur de campagne au Canada. C'est ça. Qu'est-ce que les démocraties, selon toi, hein, qu'est-ce que les démocraties occidentales peuvent apprendre des Africains et inversement? Rien, parce que chaque pays a ses réalités. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu à faire ce débat d'ailleurs sur le plateau. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit dans la logique de regarder forcément pourquoi ça marche chez eux et ça ne marche pas chez nous. Nous, on a nos réalités. Peut-être que ce qui manque à l'Afrique aujourd'hui, c'est de s'inspirer de son propre modèle. D'aller regarder. Aujourd'hui, je pense qu'on a des rois, des chefs de village qui peuvent aussi peut-être jouer leur rôle dans les processus électoraux. Donc, c'est à nous de voir ça. Mais bon, ça, c'est d'autres questions, c'est d'autres réflexions. Je pense que nos démocraties africaines n'ont rien à envier. Par contre, nos démocraties africaines doivent se donner les moyens de pouvoir être transparentes. Parce que c'est le manque de transparence qui crée des conflits. Récemment, j'étais dans certains pays de la sous-région pour des campagnes. Quand je vois des conflits qu'il y a, généralement, c'est autour du manque de transparence. Oui. Donc, ça, parce que tout est concentré aussi sur les commissions électorales indépendantes. Exactement. Dans ces différents pays. Donc, je pense que le défi de l'Afrique à ce niveau-là, c'est la transparence. Le mieux on travaillera sur la transparence, le moins de problèmes on aura lors de nos élections. Est-ce que tu te considères comme un idéaliste ou un stratège? Un stratège. Je rêve beaucoup, mais j'ai fini de rêver. Tu rêves beaucoup, mais tu as fini de rêver. J'ai fini de rêver. D'autres disent pour monter, il faut descendre. C'est ça. Très belle rêve. Moi, j'ai dit je rêve beaucoup, mais j'ai fini de rêver. Il est temps de... Non, je suis stratège. Je pense que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est la stratégie. Comme cette émission, c'est aussi de la stratégie. Comme le simple fait de partir. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de la stratégie. C'est en nous, la stratégie. C'est dans tout ce qu'on fait. Là, j'ai une question un peu qui va te titiller un peu. Bien sûr. Là, je suis ouvert. Dans quelques jours, dans quelques semaines, c'est l'élection présidentielle. On ne sait pas encore qui sera à la tête donc, du pays à l'issue donc, de ce scrutin. Si le nouveau président, en tout cas celui qui sera élu, t'appelait demain pour devenir son conseiller spécial, pour implémenter aussi ta vision, est-ce que tu accepterais? Si oui, sous quelles conditions? Juste, merci même d'avoir précisé. La réponse est dans ta question. Il y a des conditions. On n'accepte pas un poste parce que justement le poste, il est beau. Dire oui, je suis le conseiller spécial du président. Non. Il faut accepter un poste parce qu'on a des missions. Si le poste qu'on me donne demain est un poste qui m'empêche d'exprimer mes idées, qui est un poste qui m'empêche de m'exprimer moi-même tout court, non, je ne pourrais pas y aller. Un poste qui t'enferme? Non, je ne pourrais pas y aller. Je t'ai dit dès le début, grande sœur, c'est que moi, je suis un homme de mission. Et je pense que les gens vont me confier des missions demain. Donc, il ne faut pas que je sois hypocrite face à ces ambitions-là. Toutefois, je pense aujourd'hui qu'il serait même dans l'intérêt des décideurs politiques de prendre des jeunes comme nous en tant que conseillers. Parce qu'on a beaucoup d'idées, on a des réalités qu'on connaît, beaucoup de choses à apporter. Donc, moi, je suis ouvert à toute proposition. Mais il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies
On peut travailler dans certaines conditions de travail, puis le reste, ça peut se faire. C'est possible alors. Dans ton livre, Construire demain C'est ça. et aussi Mon rêve africain, tu parles de vision et d'avenir et tu te projettes toujours comme tu l'as dit. C'est ça. Tu ne ressasses pas le passé. Absolument pas. Mais concrètement, selon toi, qu'est-ce qui empêche l'Afrique de construire demain, aujourd'hui? Avec tout ce qu'on voit, avec toutes les difficultés aussi, les crises sociales qui s'opèrent en ce moment, Non, qu'est-ce qui empêche Je ne l'Afrique? trouve pas qu'on est empêché de construire demain. On a commencé à le faire. Oui. On a commencé à le faire à travers la démocratisation de la prise de parole déjà. On parle. Quand on parle, on exprime des idées, on exprime des ambitions et les choses sont en train de se faire tout doucement. Donc non, moi je ne trouve pas qu'il y a quelque chose qui empêche. Par contre, je trouve que ce qui nous ralentit, c'est la peur. Simplement, regarde, j'ai pas osé envoyer le mail ou le courrier Oui. parce que j'ai eu peur, parce que j'ai pas eu confiance en moi. Et il y a des milliers ou des millions de personnes comme moi qui pensent pareil. Donc il faut trouver un moyen justement pour que nous, on puisse avoir confiance en nous. Et qu'on oublie cette notion de on est jeune. Qu'on retienne seulement de nous que nous avons des compétences et nous savons faire des choses. Quelle est la pensée, selon toi, qui te guide au quotidien depuis toutes ces années et qui fait que tu avances toujours malgré les difficultés? Ou la phrase? C'est un verset coranique qui dit qu'à côté de toute difficulté, il y a de la facilité. À côté de toute difficulté, il y a de la facilité. facilité. Ça veut dire, bref, en français terre à terre, après la pluie vient le beau temps. Oui. Donc plus c'est dur, plus c'est intéressant. Et plus c'est dur, ça annonce des bonnes choses qui arrivent. Si tu avais, on va dire, un message pour tous ces jeunes, moi je reçois beaucoup de messages de jeunes qui cherchent du travail. C'est ça. Les difficultés qu'ils rencontrent après leurs études, qui parfois aussi sont en décalage avec ce dont le marché de l'emploi a besoin, qui sont confrontés à ce chômage. Et bien sûr, quand on est en position d'oisiveté ou en manque d'opportunités, on est tenté de prendre des risques démesurés. Donc, soit aller tenter l'aventure de l'immigration clandestine, soit à tomber dans des travers parce qu'on n'a pas de visibilité. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour, on va dire, les motiver à y croire encore? Absolument rien. Tu sais, aujourd'hui, je pense qu'il faut des conseils, tout ce qu'il faut donner. Ça va pas... Comme on dit, quelqu'un qui a le ventre vide ne pense pas à demain. Il faut, au lieu de motiver, de sensibiliser, il faut donner des conditions pour imposer aux gens de rester chez eux, de ne pas dévier le droit chemin. Donc, je pense que je ne veux pas me voir en prophète en disant non, restez chez vous, croyez en vous, tout ça. Non, non. Ça viendra. Ça viendra, non. Je pense qu'aujourd'hui, justement, de ce qu'on peut faire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de se rapprocher des décideurs politiques et de leur dire il y a telle réalité dans notre environnement, on a des idées, on aimerait travailler avec vous. Voilà les solutions qu'on peut apporter. Ça part de là. Mais sinon, les messages de sensibilisation, non. Moi, demain, j'ai faim et tu me dis de ne pas aller chercher à manger ailleurs. Bah, ce que tu dis, je n'écoute pas. Si on t'appelle tout de suite pour aller parler à Bobo, à Koumassi, à des jeunes sur une thématique, mais des jeunes qui sont vraiment dans le besoin, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu refuserais parce que tu ne peux pas, tu es impuissant face à leur réalité ou qu'est-ce que tu ferais? Tu ne prendrais pas la parole? Non, déjà, la personne qui m'invitera, je lui dirais que l'événement n'a pas de sens. Des gens qui ont faim, qui ont envie de partir à l'étranger pour d'autres raisons, qui veulent traverser la mer, ce n'est pas des mots qui vont les faire rester. Ce qui peut les faire rester, c'est venir leur proposer un projet concret. Donc moi, demain, aujourd'hui, si tu me poses la question dans les contextes aujourd'hui où on sait qu'on a une visibilité, on me dit, je dis n'importe quoi, dans tel quartier, il y a il y a un groupe de 10, de 15 personnes qui veulent partir par la mer et que j'ai connaissance de cela, j'utiliserai ma visibilité pour dire, voilà 15 personnes qui font face à telle problématique. Essayons de rentrer en contact avec des autorités compétentes. Si ça ne marche pas, en interne, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Mais aller là-bas et leur vendre des mots, c'est bien. Mais je t'ai dit, est-ce que j'ai de l'impact? Est-ce que je me dirais demain que j'ai aidé 15 personnes? Non. Je serais allé, j'aurais fait des photos avec 15 personnes. Je publie sur mon Facebook. J'ai eu l'honneur j'ai été heureux de. Sur LinkedIn aussi. Oui, sur LinkedIn. J'ai 2-3 likes, je suis content. Des messages, là, c'est bien, continue. Mais est-ce que j'ai changé la vie des 15 personnes? Non. Donc, si on m'appelle
juste pour ça, non. Mais si on m'appelle parce qu'on a un projet concret pour ces 15 personnes-là, j'y vais avec plaisir. Et là, je sensibilise. Et c'est comme on dit, pour dire qu'une fête a réussi, il faut qu'il y ait la nourriture. Il faut que tout le monde mange. Il faut que tout le monde mange. Donc, pour que le message puisse passer, il faut que tout le monde, justement, soit satisfait et tout le monde ait des propositions concrètes. Donc, à toutes celles et tous ceux qui voudraient contacter Oui. Mohamed pour venir intervenir dans une université, dans un événement, vous devez avoir un projet concret. Pas juste venir, oui, échanger, discuter avec des jeunes, mais avoir quelque chose de pragmatique à proposer à ces jeunes Absolument. pour transformer peut-être leurs difficultés, faciliter leur vie au quotidien. Bien sûr. Avant-dernière question, Mhm. qu'est-ce que les gens ignorent de toi? Que tu n'as jamais dit ou qu'ils ne savent pas? Tu es transparent. Ah non, je pense beaucoup de choses. Uh-huh. Parce que je suis assez réservé. Je ne parle pas beaucoup de moi. Et C'est quoi être réservé en fait? Je me pose la question. non, je suis quelqu'un, on peut être là, on peut être 5-6 amis. Je vais plutôt écouter les gens Tu que de prends pas parler la de moi. parole tout de suite. Non, Mm. je parle pas de moi. Mais ça se voit même dans mes interventions, je suis très court. Mhm. Ceux qui remarquent bien, je parle pas beaucoup. Parce que je suis timide. Tu es timide. Ça, peut-être les gens ne savent pas ça de moi. Je suis timide. Est-ce que les gens peuvent ignorer de moi? Ah, je sais pas, j'aimerais bien qu'on me découvre. Mhm. Je sais pas, je pense que toi, tu peux le dire. Qu'est-ce que tu ignorais de moi que tu as découvert aujourd'hui? Bon, Rien. en tout cas, tu es transparent. Bon, Ouais. là, non, la timidité. Là, je ne pouvais pas Oui. penser que tu étais timide, franchement. Ni réservé, ni timide. Pour moi, tu étais quelqu'un de frontal. Oui, je suis très, très transparent. Mhm. Je suis très transparent. Parfois, ça frôle la rébellion. Mhm. Tu es têtu. Quand tu as quelque chose en tête, tu vas jusqu'au bout. Ouais, on parle de quelqu'un qui a forcé pour entrer dans son pays, donc oui, Mhm. j'ai pris des risques. La dernière question, quel est ton refuge quand tout devient bruyant? J'ai envie de parier les livres. Non, pas les livres? Ok. C'est mon refuge, j'ai pas besoin d'être dans un endroit spécifique. Je me Mhm. confie au ciel. Tu pries beaucoup. Je prie. Mhm. Beaucoup, je pense qu'il y en a qui prient plus que moi, forcément. Je pense qu'il n'y a pas meilleur refuge que la divinité. Peu importe le choix religieux qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce que tu ignores de moi. Mm. Moi, je lis les 2 livres. Hein. Ok, la Bible et le Coran. Oui, parce que j'estime qu'il ne faut pas être ignorant toute une vie. Ouais. On peut être ignorant une fois dans la vie, mais pas toute une vie. Et il y a un proverbe qui dit l'ignorant qui l'ignore est plus ignorant que celui qui n'ignore pas qui l'ignore. Et il est très dangereux. Exactement. Donc, moi, je lis beaucoup pour mieux comprendre. Et c'est peut-être de là que j'ai commencé à aimer les débats. Parce qu'avant, on faisait beaucoup de débats religieux avec des amis. Mais mon refuge, c'est Dieu. C'est Dieu parce que dès que tu as un problème, et Dieu. Et Dieu. Oui. Voilà, dès que j'ai un problème, je n'ai jamais appelé un livre. Je n'ai jamais appelé qui que ce soit. Je me confie à Dieu et puis Dieu met les bonnes personnes sur notre chemin. Tu as des divertissements en dehors des débats politiques que tu aimes, de la communication Absolument. politique. Ah oui, bien sûr. Tu danses. Ah, quand ça, j'aimerais bien te dire oui, mais les gens qui me connaissent vont dire que je suis un menteur. Ah bon, hein? Ah, je sais pas danser. Ouais. Moi-même, pour mon mariage, j'ai peur. J'ai Tu vas peur prendre pour des cours. Ouais, je serais obligé. Est-ce que les cours vont suffire? Je sais pas. Mais... Non, j'essaie de danser, mais. Tu divertissement. sors. Est-ce que tu sors? Tu es jeune. Donc forcément, tu t'éclates. Je sors. Mais après, maintenant, est-ce que sortir, c'est forcément aller en boîte? Mhm. Non, je suis pas très fan des boîtes parce que j'aime pas le bruit. Oui. Ah, ça me fatigue après. Non, je peux sortir, je fais du sport. Par contre, je suis un grand fan de la SEC. Donc, Ah, les week-ends, si je suis pas au Champrou, on joue peut-être à Benjerville ou à Bimpe ou au Félicia. à Sec Mimosa. Pas un autre club. Je suis un grand- Coucou aux supporters de l'Africa. Je suis. Oh, toi-même, tu as bien en rouge. Là. Mais je ne supporte pas l'Africa, ça, franchement. Heureusement, je suis un très grand fan. Je suis un grand fan, donc je regarde beaucoup le foot. Ça, c'est vraiment quelque chose que je manque pas de faire. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça d'ailleurs. Ok. Et Quand j'étais plus petit. tu es 6 ans. supporter de la SEC aussi. Africa, tu as failli dire. Non, pas du tout. Ah, j'ai entendu Ah, Africa. Ça peut pas glisser, pas t'inquiéter. SEC, donc on partait regarder les matchs de la SEC. Et puis j'ai pris goût à ça. Ok. Donc ça, je fais beaucoup ça. Je sors, je fais tout ce que tous les jeunes font. Hein. Mhm. Après, c'est juste que bon, j'essaie d'être rationnel quand même. C'est ça. Malheureusement aussi, souvent, l'exposition médiatique fait qu'on se prive de certaines choses.
Voilà. Tu peux pas trop te lâcher. C'est une réalité. Triste réalité, mais il faut reconnaître. Tu penses que tu es déjà trop mature dans ta tête pour ton âge? Est-ce que c'est la réflexion que tu entends souvent? Est-ce que tu entends de me surnommer Mathurin? Non, oui, j'entends. Oui, non, j'entends ça souvent. On me surnomme Mathurin. On me dit que je suis un peu trop mature. Bon, je vois pas en quoi, mais peut-être parce que je suis tout le temps en costume. Tu es tout en costume? Mais Tout le temps? Mais du lundi au vendredi, je travaille. Ouais. Et c'est normal si on me voit dans la semaine. Et quand je t'ai vu rentrer en costume, il dit ah? Pour la petite histoire, c'est elle qui m'a fait enlever ma cravate. Hein, sinon, j'ai une cravate. Ouais, il avait la cravate. Mais voilà, non, non. Des gens disent beaucoup ça, que oui, tu es trop mature pour ton âge et tout. Mais bon, après, écoute. Comme je dis, Dieu donne à chacun ce qu'il donne. Ouais. Et ce qu'il veut donner. Et s'il a estimé que, bon, je dois être un peu au-dessus pour mon âge, il y a forcément des raisons que nous, on ignore. Mais lui, il le sait. Tu es là pour une mission. Comme JFK. Ah, ça, c'est un autre débat. Lui, il veut être président de la République. Moi, je n'ai jamais dit que je voulais être président de la République. Qu'est-ce que tu penses de son ambition? Et puis, bon, de cette popularité aussi qu'il a auprès de beaucoup, beaucoup de jeunes qui l'apprécient. Elle est légitime, son ambition. L'ambition, il faut l'assumer. Ouais. Quand on dit ça, d'ailleurs, félicitations à lui. Parce qu'il a été audacieux quand même de prendre la parole Bien sûr, et sur le plateau télé avec surtout Ali Darasouba. surtout de subir beaucoup de moqueries de certaines personnes. Beaucoup de moqueries, oui. Donc, je pense que c'est un modèle de résilience. Après, maintenant, c'est à lui de transformer toute cette visibilité en impact. Comme j'ai dit, une chose, c'est d'avoir de la visibilité. Tout le monde qui sort, qui crie poésie, poésie. Mais qu'est-ce que tu en fais? À la fin de la journée, quand on va dormir, posons-nous la question, ai-je eu de l'impact? Ai-je amélioré la vie de une ou deux personnes? Est-ce que si JFK, donc Jean-François Kouassi, te contactait pour avoir de l'impact, pour être son consultant en communication politique, est-ce que tu accepterais? Et sous quelles conditions? Non, déjà, je pense que c'est un frère comme moi, on est tous jeunes. Ça ne serait pas du business. Moi, j'apprécie son audace. Je serais très ouvert à lui partager un réseau, que ce soit à l'international ou ici ou autre, sans être dans une logique de business. Parce que ce que je vends beaucoup, c'est que nous devons nous mettre ensemble, faire une force de proposition. Et comme j'ai dit, c'est le meilleur d'entre nous qui sera devant. Donc, toutes les idées sont bonnes à prendre. En tout cas, j'apprécie beaucoup parce qu'il se projette déjà dans le personnage. Exactement. Si c'est le meilleur d'entre nous tous, moi, je me mettrais derrière lui. Ouais. Bonjour, président JFK. Pourquoi pas, peut-être un jour, je vous recevrai ici, sur ce plateau. Avec plaisir. Je pense pour lui. On verra bien, si vous avez des choses à dire. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Tu diras qu'il fixe tous les prix. Surtout, ça, c'est important. Il faut qu'on puisse répondre à cette question le plus vite possible. Et donc, on va trouver l'occasion de créer ce moment. Mais il est sympa. Je l'ai vu 2-3 fois. On a bien échangé. Oui, mais ça se voit même de l'extérieur, de loin. Et bon, je n'ai pas dit qu'il me fait penser un peu... C'est une gentille personne. Oui. Je ne dis pas qu'il me fait penser à Coluche dans la démarche, mais il a la vision. Regarde, c'est vrai qu'il y a tout ce côté légèrement comique, mais j'ai l'impression qu'il sait ce qu'il fait. Il se projette déjà. Exactement. Il sait que ce n'était pas le moment, mais il a ouvert la porte. Et le but, c'était d'ouvrir la porte. Comme ouvrir une fenêtre d'Overton. Exactement. Sur un sujet auquel on n'aurait pas pensé en se disant, mais ah non, ça, c'est pas possible. Mais en fait, finalement, ça peut être possible. Absolument. Why not? Pourquoi bien pas? Sûr. Et puis, ça fait son chemin progressivement. On s'habitue. On s'habitue. 5 ans. 10 ans plus tard, on s'y est tellement habitué. Ouais. Que... Et finalement, tout le monde adhère. Exactement. Et puis, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il sort d'en dos. Tout est possible. Surtout pour votre génération, parce que c'est votre moment. Vous avez les cartes en main. Parmi vous, il y a toi, il y a des leaders. C'est maintenant, comme on dit, vous êtes à la croisée des chemins. On est peut-être au début d'un nouveau cycle aussi, d'une certaine manière. Je pense que même dans le monde entier, on est au début d'un nouveau cycle. Et donc, nous, on a vécu notre période où on était au début d'un cycle. Donc, on était des pionniers dans nos domaines respectifs. Moi, dans le digital. Et 10 ans, 20 ans, bientôt 30 ans. Et vous rentrez dans ce nouveau cycle. En tout cas, moi, c'est mon conseil de grande sœur. C'est ma réflexion. Donc, je sais que c'est ce moment-là. C'est votre moment. Ton moment avec ta génération. Vous avez le boulevard qui vous est ouvert.
Il suffit juste de bien vous positionner sur ce boulevard-là pour éviter les obstacles et puis passer de l'autre côté. Et je te souhaite plein succès. Donc, merci, grande sœur. Dans ta carrière. Je prends les caméras à témoin. Oui. Il faut que tu me donnes des conseils tout le temps. J'ai besoin de tes conseils. Mais moi, je suis là. Tu peux compter sur moi. Ça tombe bien. C'est devant les gens que tu as dit. Je m'engage à donner des conseils donc à Mohamed sur tout le long de son parcours parce que j'ai la vision. Je vais enregistrer cette petite partie-là et on en reparlera. Je suis une femme de parole. Bien sûr, vous savez, je suis une femme de parole. Je reviens chaque fois vers vous avec un nouvel invité de qualité, comme je l'ai fait aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir et de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur toi, de permettre également à mes abonnés, à toutes ces personnes qui tombent donc, sur cet échange, sur cet épisode de la saison 3, de découvrir Mohamed Nour Diarra-Souba, qui il est, d'où il vient, où il a commencé, et puis surtout, comment il se projette pour l'avenir. Dans 10-20 ans, les gens reviendront sur cet épisode, ils vont découper des parties pour l'utiliser comme illustration dans ton accomplissement futur. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Et d'ici là, restez connectés. Ciao, ciao.